beaucoup d'argent et beaucoup de moyens matériels et personnels sont déployés du côté de l'INSEE, puisque l'INSEE, dans les départements de France, a des représentations. Donc l'INSEE Algérie se retrouve doté en moyens techniques et en personnel. Et donc, à l'INSEE de l'époque, ce qui se passe jusqu'alors, c'est que, en fait, les enquêtes de métropole étaient administrées aux Algériens de manière, entre guillemets, pas très sérieuse, et on refaisait remonter tout ça en cochant des cases, et tout le monde considérait que c'était l'image de ce qu'était l'Algérie. Et quand même, pour Pierre Bourdieu, même s'il n'est pas sociologue, il voit bien qu'on peut faire mieux et qu'on peut être plus rigoureux et plus scientifique. Et donc, la chance de Bourdieu, c'est on lui demande donc, puisqu'il était enseignant à la fac d'Alger, et qu'il commençait à s'intéresser à toutes ces questions, on lui fait la demande, puisqu'il n'y a personne sur le territoire qui peut se charger de ça, on demande à Pierre Bourdieu s'il veut bien accompagner et qualifier les enquêtes que va déployer l'INSEE. Et donc la manière de Bourdieu de qualifier ces enquêtes, ça va être d'une part de faire venir des enquêteurs que lui aura repérés comme étant des gens de valeur et pas des gens payés au nombre de questionnaires remplis. Donc Sayad va être tout de suite le coordinateur des équipes d'enquêteurs et Bourdieu va tout de suite demander que les enquêtes ne soient pas que des enquêtes quantitatives, parce que vous comprenez bien que si on demande à des paysans algériens de répondre à des questions qui sont les questions de la France des années 50, pour des paysans algériens, ces questions n'ont aucun sens. Et donc, pour qu'elles trouvent du sens, il faut que ce soit accompagné par de la verbalisation, qu'on prenne du temps, etc. Donc, Bourdieu va vraiment ouvrir des espaces de recherche qualitatifs parallèlement aux enquêtes quantitatives. Et donc, ils vont travailler, et tout ça se joue en très peu de temps, c'est ça qui est admirable. En 1959, une association est créée avec les moyens donc, de faire sortir l'argent de l'INSEE. Cette association est créée par le directeur de l'INSEE local. Cette association donc, va piloter toutes ces enquêtes et il y a des enquêtes qui vont concerner le travail, des enquêtes qui vont concerner la question du logement, comment on passe d'un habitat individuel à un habitat collectif vertical. Les enquêtes vont concerner également la réforme agraire, etc., etc. Donc, ça va faire remonter une somme inouïe d'informations. Et donc, cette découverte de la sociologie, concrètement, 59, début 60, on construit les outils d'enquête, on constitue les équipes, et parce qu'en 60, Bourdieu est à Paris, assistant de Raymond Aron à la Sorbonne, donc il est même plus en Algérie. Donc depuis Paris, les échanges se font. Sayad est sur place, le garant et l'homme à tout faire de Pierre Bourdieu. Et donc, 4 énormes enquêtes vont se déployer entre avril et septembre 1960. Donc, vous voyez, en plein été, donc des conditions quand même lourdes pour des gens qui vont enquêter sur tout le territoire, vraiment de l'est à l'ouest de l'Algérie, pour recueillir toutes ces données. Donc, en situation de guerre, en situation difficile. Et tout ça permet cette remontée d'informations. Donc après, on va se poser la question d'exploiter toutes ces données. Donc ces données vont en partie être traitées en Algérie, et là aussi, vous voyez bien que ces gens sont rattrapés par l'histoire, et donc les fichiers, tout ça, une partie va être sur le mode un peu de sauf qui peut, mise dans des soutes de bateaux pour revenir de l'autre côté de la Méditerranée. Tous les jeunes polytechniciens qui étaient là à l'INSEE, forcément, vont quitter Alger. Et donc, Sayad va se retrouver un peu isolé au début de l'Algérie indépendante à Alger. Et donc, la question qui se pose pour Sayad, c'est rester ou partir.
partir. Et donc, son engagement du côté des libéraux, sa découverte et son intérêt pour la science sociale auprès de Pierre Bourdieu, la mort de son père, tout ça bout à bout, fait que la décision qu'il va prendre, ça va être de quitter l'Algérie. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre en fait que quand il arrive en France, donc on voit, ça c'est une photo de Sayad à la fin des années 50, début 60. On a encore en tête la photo du grand-père, la photo du père. On voit que c'est un jeune homme éminemment occidentalisé. Donc on voit bien qu'en très peu de temps, c'est joué sur le territoire algérien, il y a un raccourci temporel énorme pour passer d'un univers social à un autre. Et donc ce qui me semble moi vraiment important, donc là c'est anecdotique, mais c'est des lettres de Sayad à Bourdieu, une lettre de 59, qui disent à la fois que c'est quelqu'un qui est européanisé et qui reste éminemment porteur de choses qui sont les traditions de la Méditerranée. Par exemple, c'est quelqu'un qui commence à écrire le dimanche soir à 11h30 et qui finit le lundi matin à 4h. Donc il fait une lettre, fleuve, dans laquelle il dit tout ce qu'il peut dire de son vécu du février 59 à Pierre Bourdieu. Et en fait, ce qu'il lui envoie, c'est ce qui va devenir la matière du premier article publié par Abdelmalek Sayad. Donc ça, c'est la dernière page de cette longue, très très longue lettre. Il signe là, et donc il vous voit encore Pierre Bourdieu. Et donc ça montre que ce jeune Algérien, quand il arrive à Paris en 63, eh bien, au niveau des papiers, il est algérien, il gardera toujours la nationalité algérienne. On comprend bien, ou du moins il faut avoir ça en tête, que en fait, la socialisation d'Abdelmalek Sayad, de 1933 à 1962, il est français musulman, donc français arabe de deuxième catégorie. Néanmoins, vu la construction sociale qui est la sienne, à travers donc le grand-père, le père, il est très français, à travers la scolarisation qui est la sienne, à travers notamment la Bouzarea, on comprend qu'il est complètement dans un amour de la langue française, du français, etc., etc. Donc, il est administrativement porteur d'une identité juridique et administrative algérienne, et il aura à cœur de rester algérien jusqu'à la fin de sa vie, par solidarité et par amour aussi pour son pays, l'Algérie, etc. Néanmoins, la question qui va se jouer pour lui, c'est d'entrer, de pénétrer le secteur de la sociologie. Et donc là aussi, souvent, en fait, ça semble compliqué, et moi je ne comprenais pas du tout comment le miracle peut s'installer pour Sayad, mais comment le miracle aussi se joue pour Bourdieu. Comment Bourdieu, qui n'a aucun diplôme universitaire en sociologie, Bourdieu ne fera jamais de thèse, comment Bourdieu, qui revient d'Algérie un peu en catastrophe, au début des années 60, se retrouve comme ça, après, à pouvoir faire l'œuvre qu'on lui connaît. Par quel tour de passe-passe ça se joue. Donc la chose qui est vraiment importante, c'est l'image d'après. Donc je passe et je reviendrai après. Avant de passer à l'image d'après, Sayad, dans un premier temps, va penser que la linguistique peut être son cheval de bataille. Et il considère qu'il a vécu dans sa chair les problèmes de plurilinguisme. La linguistique est en passe de devenir la discipline la plus à la mode, et donc il considère que ça pourrait être un bon objet de recherche. Et donc il va faire plusieurs tentatives. Sa thèse initiale devait porter sur un sujet de sociolinguistique. Il va essayer de suivre des cours de linguistique auprès de Martinet. Très vite, il va voir qu'il n'a pas vraiment l'oreille, que ça ne marche pas, et en plus, il va comprendre qu'il a mieux à faire. Donc, comment a-t-il mieux à faire? Donc, quand Bourdieu arrive en France, là aussi, c'est ça l'apprentissage de l'histoire, c'est de bien comprendre que tout ça fonctionne en même temps, et que c'est un peu comme la tectonique des plaques, qu'il ne faut pas considérer qu'on est juste sur une plaque ou sur un morceau de glace, et que les autres jouent en même temps, et que tout ça est
harmonisé. Et donc, Raymond Aron, ça nous renvoie à une génération forcément qui est la génération d'avant Bourdieu et Sayad. Bourdieu et Sayad, c'est la génération des années 1930. Aron, c'est vraiment la génération d'avant, 25 ans avant, c'est début du XXe siècle. Aron, c'est quelqu'un qui lui aussi fait Normal Sup et qui est de la même promo que Sartre, Nizan, Canguilhem. Donc, une des promotions les plus prestigieuses de ce qu'a fabriqué Normal Sup. Donc, une promotion qui est vraiment la crème de la crème et vraiment des gens qui vont trouver des places sociales. Je n'avais pas besoin de vous faire le commentaire. Sartre, forcément, vous voyez, vraiment, on se retrouvait au point les plus importants du prestige intellectuel de la France. Donc Raymond Aron, c'est une figure quand même très très paradoxale, très riche. Et donc moi, en fait, jusqu'il y a même pas un an, je ne l'associais pas du tout à la figure de Pierre Bourdieu. Alors que Pierre Bourdieu, dans les années 60, par exemple, le livre qui s'appelle Un art moyen, un livre consacré aux usages de la photographie, eh bien, ce livre est dédié à Raymond Aron. Et forcément, là aussi, ça interroge nos stéréotypes, nos lunettes sociales, nos représentations, nos a priori. C'est vrai que pour quelqu'un fabriqué comme moi, eh bien, Raymond Aron, ça semble incompatible avec l'image de ce qu'on peut construire autour de Pierre Bourdieu. Et donc, c'est là où ça vaut le coup de creuser ce qu'est l'histoire, plutôt que d'être dans des a priori. Raymond Aron, sa trajectoire, à part Normal Sup, en fait, ce monsieur est clairement engagé dans ce que sont les repères de la boussole française à droite. Et grâce à Sayad, moi j'ai compris le mot désorienté, en comprenant que forcément, si on perd son orient, on est désorienté. Et c'est là où on voit bien qu'on peut facilement être désorienté quand on voit apparaître un rond, parce que forcément, ça ne semble pas dans le sud ou dans le nord de ce que seraient les a priori. Donc, Raymond Aron, lui, est clairement à droite, mais dans une droite humaniste. Et donc, il est universitaire, de haut niveau. En même temps, très vite, il voit bien que se laisser amadouer par les sirènes du journalisme, pour un universitaire, ça peut aussi être un moyen, quand on n'a pas les outils pour rivaliser avec Sartre, ça peut être un moyen de retomber sur ses pieds et de faire des choses importantes et utiles. Donc, il est l'éditorialiste du Figaro. Ses éditoriaux sont très très lus et très suivis. Et en 1957, donc là, je ne choisis pas cette date, en 1957, ce monsieur fait paraître un livre qui s'appelle La tragédie algérienne. Donc ce monsieur, clairement positionné à droite, prend position dans ses écrits pour l'indépendance de l'Algérie. Donc là, vous voyez que ça complexifie le paysage, et on voit bien que ça le rend plus compatible avec des gens comme Bourdieu et Sayad. Donc en fait, ce monsieur est dans une posture qui est celle des humanistes de droite, et qui, en plus, lui aussi, dans son passage sur Terre, connaît des moments de douleur extrême. Il va perdre une petite fille, il va donner naissance à une fille mongolienne, et donc on voit bien que ce monsieur, après, est dans un rapport au monde qui n'est pas à fonctionner sur des clivages idéologiques, mais plutôt à défendre l'idée de ce qu'est la beauté du genre humain. Et donc ça va s'incarner pour lui, d'une part, il va donner des cours de sociologie à la Sorbonne qui vont faire un tabac, où il va croiser des choses sans faire aucune enquête. C'est quelqu'un qui ne fera jamais d'enquête. Donc c'est, entre guillemets, sociologue en chambre, tout ce que déteste Pierre Bourdieu, mais en faisant ce type de sociologie, qui est une sociologie où on parle comme ça des grandes choses, des transformations sociales, à travers les nouvelles entreprises, à travers les nouveaux pays, etc., une vision très très macro de la sociologie. Ce monsieur
parallèlement, va avoir à cœur d'organiser le champ de la sociologie française. Et donc en 1955, il va batailler au sein de la Sorbonne pour institutionnaliser l'ouverture d'une licence de sociaux. Et donc ça, c'est un geste radical, parce qu'il faut bien avoir conscience que dans les années 50, les philosophes ont la main sur la Sorbonne, et les philosophes ont un très mauvais œil qu'on puisse ouvrir de nouvelles disciplines qui vont faire forcément de l'ombre à la philosophie. Donc ce monsieur, dans son ouverture d'esprit, conçoit que le sens de l'histoire, c'est sans doute de jouer les sciences humaines et sociales, qui peuvent être des choses importantes. Donc, au-delà de faire ça, ce monsieur va aussi considérer que la reconstruction de la France, c'est la reconstruction matérielle de la France, mais c'est aussi la reconstruction intellectuelle. Ce monsieur, comme beaucoup, a vécu forcément la Seconde Guerre mondiale comme l'ignominie de l'ignominie et l'absence donc, de la possibilité de se revendiquer du genre humain, puisqu'on a été capable à la fois d'être collaborateur et d'accompagner le génocide par rapport aux Juifs, et en même temps, même pour ceux qui n'ont pas joué comme ça a été, de son point de vue, comme les grands intellectuels de l'époque, des gens qui voient bien que le renoncement de ce qu'a été la posture de beaucoup de Français, qui ont été forcément complices, c'est aussi un renoncement en termes d'humanisme et d'humanité. C'est vraiment avoir une image de l'homme tellement médiocre, puisqu'on a été prêt à faire tous ces compromis, à fermer les yeux, etc. etc. Ces gens veulent rétablir le pouvoir donc, du savoir, de la science, de l'art, des universités, en considérant que ça, c'est le meilleur rempart pour ne plus connaître ces moments d'ignominie et d'abjection. Et donc on voit forcément que ça fait écho au monde qu'on connaît aujourd'hui. Donc ce monsieur va avoir à cœur d'installer une réflexion au moment de la construction de l'Europe sur la construction de l'Europe passe aussi par la construction des universités européennes. Et donc, il a à cœur d'ouvrir la recherche au niveau européen. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre comment le centre de sociologie dans lequel débarque Pierre Bourdieu s'appelle le centre de sociologie européenne. Et donc, moi, je ne m'étais même pas posé la question, et on voit bien que les mots, à chaque fois, méritent d'être questionnés, pas juste pour faire de l'exégèse et se dire mais pourquoi ça s'appelle européenne. On voit bien que ces gens ont donné du sens à ça. Et donc, Aron va avoir comme assistant Pierre Bourdieu. Aron va faire la courte échelle à Pierre Bourdieu et donc l'introduire dans le sein des saints de la discipline sociologique, même s'il n'a pas les diplômes. Et donc, la chance de Sayad, c'est de débarquer dans cet univers-là. Et donc, comme Aron a mis le pied à l'étrier pour Bourdieu, Bourdieu va avoir à cœur de mettre le pied de Sayad à l'étrier de la science sociologique. Et donc, ce qui me semble intéressant, c'est de bien comprendre que à la fois, il y a des vraies capacités intellectuelles chez Sayad, mais Sayad, ses capacités, pour se révéler, ont besoin d'être dans un environnement où c'est possible de révéler ces capacités-là. Et donc, moi, je vois bien qu'au jour d'aujourd'hui, la sociologie française périclite, parce que l'ère du temps n'est plus du tout à la sociologie. L'ère du temps, vous voyez bien que quand vous êtes dans un contexte où le président de la République peut vous dire que ça ne sert à rien de lire La Princesse de Clèves, quand vous êtes dans un contexte, dans un moment historique où une ministre de la Culture peut dire qu'elle n'a pas le temps de lire, on voit qu'on est dans un autre moment de l'histoire. Le moment de l'histoire des années 60 en France, c'est forcément un moment de l'histoire où tous les intellectuels ont à cœur de montrer que la force de l'intelligence, c'est pas seulement du discours pour le discours, mais c'est vraiment construire un monde ensemble, un monde partagé. Et donc, Sayad se retrouve dans cette énergie éminemment positive, et donc, malgré ses problèmes de santé, ça c'est le surnom qu'on lui a donné,
C'est des gens de sa famille d'adoption en France qui va m'appeler comme ça. Hein. À plein de reprises, les gens ont cru que Sayad allait mourir, et notamment envoyé par le Centre de sociologie européenne, Sayad va aller faire une mission en Tunisie. Et donc ça, c'est en 65-66. En retournant en Afrique du Nord, eh bien, Sayad va se retrouver, et c'est là où on voit que quand Bourdieu dit que l'habitus, c'est le social incorporé, on voit que forcément, à travers ce qu'on mange, c'est aussi la société elle-même qu'on mange. En fait, très simplement, le régime alimentaire de Sayad en Tunisie, ça va être beaucoup de galettes de blé, etc. Donc, ce qu'on mange quand on fait une enquête de terrain dans la campagne tunisienne. Et ça va provoquer chez Sayad très très grave maladie qui ne va pas être diagnostiquée, à savoir une intolérance au gluten. Donc ce monsieur, sur son terrain d'enquête, va être vraiment très très malade, perdre du poids, diarrhée, vomissement, etc. Les moyens de communication de l'époque étant ce qu'ils sont, ils ne donnent pas beaucoup d'informations vers les gens qui tiennent à lui en France. Néanmoins, il finit par rentrer en France, et donc son amoureuse du moment, qui avait cru qu'en fait il ne donnait plus de signe de vie et que l'histoire d'amour était sans lendemain, voit bien que c'était pas ça qui se jouait, mais que c'était juste un problème. Quand on est dans le fin fond de la Tunisie des années 60, c'est pas très facile d'échanger avec Paris. Donc cette femme, elle lui dit Abdelmalek, il ne faut pas retourner en Tunisie. Et Pierre Bourdieu est d'accord pour qu'Abdelmalek ne retourne pas en Tunisie. Et donc, ce qui va être très beau, c'est que, si on peut dire, quand je dis beau, je ne devrais pas le dire comme ça, mais Abdelmalek Sayad va être vraiment très très malade, puisque à l'époque, l'intolérance au gluten n'est pas diagnostiquée. Ce genre de maladie, on ne sait pas trop ce que c'est, donc on ne sait pas la soigner. Et donc, quand je vous disais que Sayad vient en France, il reste algérien, et vraiment il reste dans le plus profond de son corps algérien, et dans sa manière de vivre aussi. Sur le mode du sens de l'honneur, il n'épose pas donc celle qu'il aime, sur le mode « je ne veux pas faire de toi une veuve ». On voit bien qu'il rencontre Rebecca en 65, et très vite, et là aussi par rapport au contexte de l'époque, il faut voir, ils se donnent une semaine pour savoir s'ils vivent ensemble, au bout d'une semaine ils vivent ensemble, et après, entre 65 et 71, ils ne se marient pas. Et là aussi, c'est vraiment anecdotique, mais en même temps, ça dit combien il a reconstruit des choses en France. Cette jeune femme, en fait, par amour pour Sayad, en fait, Sayad ne gagne pas d'argent. Sayad est vraiment sans moyens financiers, à tel point qu'avant qu'il ne rencontre Rebecca, et ça aussi, ça dit beaucoup de choses sur Raymond Aron, les soirs où il sait que Abdelmalek n'aura pas d'endroit où aller dormir, Raymond Aron ne ferme pas son bureau de la rue Monsieur le Prince. Il laisse la porte ouverte en sachant que Abdelmalek trouvera refuge dans le bureau de Raymond Aron et pourra aussi profiter des petits cadeaux de bouche qu'on a apportés au professeur Aron, donc les boîtes de chocolat, les petites choses, pour qu'Abdelmalek mange. Donc c'est là aussi où on voit bien que des choses comme ça, qui disent vraiment l'humanité de ces gens, au jour d'aujourd'hui, sur le mode des plans sécuritaires, sur le mode de tout lisse, tout propre, etc., on voit bien qu'un professeur qui a un pignon sur rue, eh bien, peut-être ne ferait pas ce que fait Aron en termes d'engagement et en termes d'humanisme. Donc, Sayad est très souvent malade, et donc les gens qui sont autour de Pierre Bourdieu, soit viennent le visiter à son chevet à l'hôpital, soit viennent le visiter dans l'appartement de Rebecca Sayad. Donc ces gens, vous voyez, sont dans une... Ils inventent la sociologie, ils ne sont pas encore les grands noms célèbres qu'on a maintenant rétrospectivement, qu'on associe à ce qu'ils sont. Donc ces gens inventent des choses et sont éminemment solidaires. Et donc Sayad profite de cet environnement-là et
voit que ces gens sont prêts à l'aider. Donc la construction d'un nouvel objet, j'en ai un peu parlé, c'est donc avec Champbordon. Et après, donc, ce qui me semble important pour avancer, c'est que le premier article de Sayal, ça fait à peine 3 pages. C'est très très court. C'est presque rien. Et ce premier article, tout de suite, ça pose qu'il faut transformer son regard sur le phénomène migratoire. Donc, le titre de l'article, c'est « Il appelle à faire une révolution, donc une conversion du regard, qui amène ceux qui s'intéressent au phénomène migratoire à arrêter avec une vision qui est celle du pays d'accueil, qui parle des migrants en les stigmatisant et les mettant dans une catégorie, les immigrés. Et il invite tous les chercheurs à considérer en fait qu'il faut regarder ces migrants en les appelant non plus immigrés, mais immigrés, en considérant que là aussi, c'est pas juste jouer avec les mots et faire une coquetterie de langage, mais c'est vraiment essayer d'obliger les gens qui s'intéressent à cette question de considérer que cette question ne prendra son sens que si on ne scotomise pas la moitié de la vie des gens en évacuant, en faisant comme si ça n'avait pas existé, en essayant réellement de comprendre comment ça s'est joué du côté, par exemple, du capital social, du côté du capital culturel, du côté du capital économique, pour ces gens, avant qu'ils n'arrivent dans le lieu d'immigration. Donc ça va être vraiment des choses qui vont participer des échanges et des allers-retours entre Sayal, Bourdieu et les gens de l'équipe de recherche. Sayal va construire son système de pensée par rapport au phénomène migratoire en utilisant tous les outils et tous les concepts de Pierre Bourdieu. Et donc, fort de ça, il va produire donc des articles, et là aussi, ça dit des choses. Lui, il ne va pas concurrencer Bourdieu, et c'est vraiment pas la même chose. Il va choisir une forme modeste, celle de l'article. La machine de guerre, entre guillemets, du Centre de sociologie européenne prend de l'ampleur. Bourdieu va accueillir environ une dizaine d'articles dans Actes de la recherche en sciences sociales dans la revue. Donc ça va être une très très belle plateforme pour Abdelmalek Sayal. Abdelmalek Sayal, forcément, aura toujours du mal à tenir les dates butoirs, à faire le format de l'article pour entrer dans le format de la revue. Néanmoins, ces gens ensemble vont inventer la sociologie critique de Pierre Bourdieu et pour ce qui concerne Abdelmalek Sayal, la sociologie de l'immigration. Donc dans les déceptions et des choses qui n'ont pas abouti, pour Sayal, il aurait bien sûr voulu faire un travail très très précis sur la généalogie du petit village de Kabylie dont il était originaire, puisqu'il voyait bien que là, il avait plein d'éléments d'information. Ça, il n'a pas pu le faire, puisqu'il est mort vraiment jeune. Et l'autre chose, qui me semble une manière de conclure cette intervention, c'est que ce qu'on comprend de la sociologie quand elle est mise au plus haut niveau, et c'est ce que souhaitait Aron, donc là je reviens en arrière, et donc je fais une fausse conclusion, par rapport à Aron, ce qui me semble vraiment important de partager avec vous, c'est que pour Aron, l'enjeu de la sociologie, c'était, dans le langage de l'époque, essayer de produire une excellence de la sociologie française. Parce que la sociologie qui est dominante à la fin des années 50, début 60, c'est la sociologie américaine, la sociologie quantitative. Et donc, le cheval de bataille de Aron, mais de Bourdieu aussi, puisqu'ils sont passés par Normal Sup, c'est vraiment d'enfoncer le clou sur le fait que une sociologie exemplaire ne peut s'inventer qu'en croisant les bienfaits du quantitatif. Et ça, la France et l'INSEE, Bourdieu va aller jusqu'au bout de ça, puisque
ça qui est merveilleux, c'est que de manière synchrone, début des années 60, milieu des années 60, 70, l'analyse factorielle arrive, et Bourdieu, qui est très bien avec les gens de l'INSEE, va récupérer tous ces outils-là pour produire des nuages de points, des analyses factorielles, comme les autres sociologues n'ont jamais fait. Donc, du côté de la science, il est complètement partie prenante. Et il adore l'épistémologie, il est élève de Canguilhem, il sait ce que c'est. En même temps, il tient dans l'autre main tout ce qui est la force de la pensée philosophique, la force de la pensée conceptuelle, via Normal Sup. Et donc forcément, ces gens, leur projet de construire une sociologie critique, c'est une sociologie qui arrive à concilier la force de tous ces outils. Et donc c'est ça que moi je trouve très très beau, c'est qu'on comprend bien que les allées-venues entre la France et l'Algérie, la compréhension entre les différentes communautés, pour essayer de les penser ensemble, pour essayer de ne pas les penser sur le mode du clivage et de l'opposition bête, noir-blanc, binaire, manichéen. La force de la pensée philosophique, c'est d'essayer vraiment de construire une représentation globale et qui ne s'interdit pas de faire appel à plein d'éléments d'histoire de la sociologie. Et c'est là forcément où Bourdieu va rafler la mise, parce que par rapport aux sociologues américains, lui il est capable d'étayer son propos par Spinoza, Husserl, Heidegger, Hegel, Marx, etc., etc. Et là, forcément, le Nouveau Monde, les universités américaines, elles ne jouent pas ça. Et donc, par rapport à ce que moi j'ai compris de la sociologie de Bourdieu, c'est que forcément, en art comme en science, ce qu'un intellectuel, artiste ou scientifique a à cœur de porter, s'il va jusqu'au bout d'une œuvre, c'est de réussir à installer une révolution symbolique dans le domaine dans lequel il s'est engagé. Et donc, Bourdieu a démontré que, par exemple, un peintre comme Édouard Manet arrive jusqu'à installer une révolution artistique dans le secteur de la peinture. Donc, Bourdieu arrive à montrer que d'autres, comme ça, dans différents domaines, arrivent à installer une révolution symbolique. Donc forcément, on pourrait espérer, on pourrait imaginer que, fort des acquis de la pensée d'Abdelmalek Sayad, une révolution symbolique pourrait aussi s'installer du côté de la question de l'immigration. En même temps, on voit bien que penser le phénomène migratoire dans sa complexité, en ayant comme point de vision que forcément il y a les illusions, les souffrances des migrants, mais que tout ça se joue dans un jeu social où les pays forcément jouent également, et qu'il y a forcément des illusions, des complicités, des intérêts partagés ou pas partagés, qui font que ça dépasse forcément les individus qui vivent l'expérience migrante. Et donc, forcément, l'impossibilité d'installer dans le paysage